Nomination de Abiy Ahmed à la tête de la coalition au pouvoir. Il sera donc le premier ministre de l'ethnie Oromo dans ce pays. Au Mali, signature d'une nouvelle feuille de route pour accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015 issu du processus d'Alger. Puis report du procès du putsch manqué au Burkina Faso. Aucun des témoins cités par la défense n'était présent à l'audience. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Je le disais en titre, en Éthiopie, la coalition au pouvoir a choisi mardi comme nouveau leader et donc premier ministre Abiy Ahmed. Un gage d'apaisement à l'égard de l'ethnie Oromo dont il est issu et qui a été pour beaucoup dans la démission de son prédécesseur. Voici les détails. Le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens EPRDF a élu son nouveau leader. Il s'agit de Abiy Ahmed. Ce nouveau titre devrait lui permettre de succéder au premier ministre qui avait démissionné en février, évoquant la promesse de réforme face à la grogne populaire. Il devient ainsi le tout premier ministre appartenant à l'ethnie Oromo, la principale du pays depuis l'arrivée au pouvoir de l'EPRDF en 1991. Le choix de Abiy Ahmed doit encore être confirmé par le Parlement éthiopien dont tous les sièges appartiennent à l'EPRDF, une coalition de 4 partis constituée sur une base régionale et ethnique. De nombreux Éthiopiens, en particulier les Oromo, qui s'estimaient marginalisés, espèrent qu'il saura modifier le mode de gouvernement très autoritaire pratiqué par le parti. Abiy Ahmed a été désigné par les 180 membres, soit 45 représentants de chaque parti, membres du conseil de l'EPRDF. Ancien ministre des Sciences et de la Technologie, Abiy Ahmed avait fait carrière au sein des services de sécurité. Il avait été nommé il y a quelques semaines à la tête de l'organisation démocratique du peuple Oromo. Le gouvernement malien, la plateforme qui fédère les groupes armés pro-gouvernementaux et l'ex-rébellion de la coordination des mouvements de l'Azawad ont signé une nouvelle feuille de route. Celle-ci permettra d'accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix de 2015 issu du processus d'Alger. Reportage. Une nouvelle feuille de route a été signée entre le gouvernement malien, la plateforme et l'ex-rébellion de la coordination des mouvements de l'Azawad. Le document doit permettre d'accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix de 2015 issu du processus d'Alger. Il vise également à créer un climat propice à l'organisation d'élections libres inclusives dans le pays en juillet prochain. La nouvelle feuille comporte 21 points qui précisent à chaque fois l'intitulé des actions et leur échéance. Le mécanisme opérationnel de coordination qui existe à Gao sera fonctionnel à Tombouctou et Kidal en mars-avril. Il est composé de combattants de la plateforme du groupe d'autodéfense Touareg Imgad et alliés de l'armée malienne et des combattants de la CMA. Le document conseille par ailleurs le report des élections des collectivités territoriales prévues pour le mois d'avril afin de permettre de se consacrer au scrutin présidentiel de juillet prochain. Le texte aborde également la question du recensement des combattants éligibles à l'intégration au sein de l'armée. Division au sein du parti de l'opposition UDPS, entendez Union pour la démocratie et le progrès social en République démocratique du Congo. Les membres du parti ont toujours des difficultés pour désigner le successeur d'Étienne Tshisekedi, son fondateur mort il y a plus d'1 an. Le point dans cet élément. L'Union pour la démocratie et le progrès social n'en finit pas de se déchirer. La branche de l'UDPS, premier parti de l'opposition congolaise, menée par le Premier ministre Bruno Tshibala, accuse la branche de l'UDPS menée par Félix Tshisekedi de faux et juge illégale la décision de convoquer un congrès ce week-end pour désigner le nouveau président du parti. La plainte dénonce une convocation frauduleuse qui vise à désorienter la base de l'UDPS et à nuire aux intérêts du parti. Pour le camp du Premier ministre Bruno Tshibala, la succession de l'UDPS a déjà été réglée lors de leur congrès en décembre 2017.
Des allégations refutées par le camp de Félix Tshisekedi qui estime que Jean-Marc Kabound, en tant que membre du directoire du parti, est le seul habilité à convoquer le Congrès. Notons que les deux branches de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont toutes déposé un recours devant le Comité national de suivi de l'accord pour savoir laquelle d'entre elles pourra revendiquer le label UDPS en vue des prochaines échéances électorales. La justice congolaise a annoncé mardi avoir ouvert une information judiciaire pour usurpation de nationalité contre l'opposant en exil Moïse Katumbi. Ce dernier, rappelons-le, est candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. On fait le point. Une information judiciaire ouverte contre Moïse Katumbi en RD Congo. L'opposant congolais est accusé par la justice de faux et usage de faux alors qu'il était gouverneur de la province de Katanga. Le chef des parquets congolais a indiqué qu'il avait décidé d'un procès pour Moïse Katumbi dans une affaire de recrutement des mercenaires, notamment un ancien militaire américain pour déstabiliser les autorités de la République démocratique du Congo. Du côté de l'opposant, on dénonce un acharnement de la part du pouvoir en place contre Moïse Katumbi. Candidat déclaré à la présidentielle devant se tenir en décembre prochain, Moïse Katumbi a lancé sa plateforme électorale le 12 mars dernier depuis l'Afrique du Sud. Ce scrutin permettra d'organiser le départ du président Joseph Kabila, à qui la Constitution interdit de briguer un nouveau mandat. L'opposant congolais est également impliqué dans une affaire de spoliation d'immeubles pour laquelle il a été condamné à 3 années de prison. Rappelons que Katumbi est exilé en Belgique depuis plus de 2 ans. Procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso. Aucun des témoins cités par les généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré ne s'est présenté à l'audience. Ces témoins n'ayant reçu aucune notification. Du côté de la défense, les avocats des 2 généraux accusent le parquet militaire. Reportage. Aucun des témoins appelés à comparaître au procès du putsch manqué au Burkina Faso sur demande des généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé ne s'est présenté à l'audience. Conséquence, le procès a été à nouveau suspendu par le président du tribunal. Parmi ces témoins, on retrouve l'actuel président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, le Mogo Naba, chef des Mossi de Ouagadougou, l'ancien président Michel Kafando, Macky Sall, le président du Sénégal, Yahi Boni, l'ancien président béninois et des diplomates français et américains. Ces témoins n'ont reçu aucune notification à comparaître de leur absence. Les avocats des accusés et le parquet militaire se rejettent la responsabilité de leur absence. Les 2 camps se rejettent mutuellement la faute à l'aide de l'article tiré du Code de justice militaire. Le président du tribunal a suspendu l'audience qui doit reprendre le vendredi prochain. Au Tchad, les travaux du Forum national inclusif sur la réforme des institutions initiés par le gouvernement se sont achevés ce mardi. Mais la réunion a été boycottée par l'opposition qui appelait plutôt à un dialogue national inclusif. Reportage. Le Tchad a décidé d'adopter un régime présidentiel ce mardi à N'Djamena. La décision a été prise au cours d'un forum sur les réformes institutionnelles rassemblant les forces politiques, religieuses et sociales du pays, mais boycotté par l'opposition. Selon le document final du forum, dans leur majorité, les participants ont opté pour l'application d'un régime présidentiel intégral au lieu du régime semi-présidentiel actuellement en vigueur. Ainsi, le passage au régime présidentiel prévoit une révision de la durée du mandat du président qui passe de 5 à 6 ans, renouvelable une fois. Le mandat des députés passe quant à lui de 4 à 5 ans, renouvelable une fois. Des législatives repoussées depuis 2015 ont été promises pour 2018 par le président Idriss Déby Itno. Dans son discours de clôture ce mardi, le chef de l'État a déclaré que dans ses conclusions, le forum préconise également un renforcement de la place des femmes dans la vie politique du pays et ce, pour passer progressivement du principe actuel de quota à une parité intégrale. La journée de la femme du 8 mars sera désormais chômée et payée. Aussi, le statut de l'opposition et la Commission nationale des droits de l'homme seront inscrits dans la Constitution qui consacrera le passage à la 4e République.
Au Niger, 4 leaders de la société civile sont placés sous mandat de dépôt dans différentes prisons du pays. Ils ont été inculpés pour organisation, participation à une manifestation interdite et destruction de biens. L'un de leurs avocats, le bâtonnier Maître Daouda Samna, dénonce une justice aux ordres. On l'écoute. Lorsque nous sommes arrivés le dossier est arrivé ce matin, aux environs de 9h30, et vers 10h déjà, le juge d'instruction, avant même d'entendre les dites personnes, avait déjà ses mandats écrits et déposés. Et lorsque les avocats que nous sommes arrivés, il a dit que ce n'est pas un marché. Je lui ai dit que les avocats ne sont pas du n'importe quoi aussi, pour qu'ils puissent nous qualifier de marché. Que nous sommes les garants d'une bonne administration de justice. Il a dit qu'il va s'en prendre aux avocats dans le cadre de la procédure. Je lui ai dit dès lors, il est disqualifié encore pour poursuivre une instruction dans laquelle il y a des avocats. Je dis ceci, l'heure est très grave. L'heure est très grave parce qu'un juge d'instruction, il instruit à charge et à décharge. Mais tout laisse croire que ce juge d'instruction, il est aux ordres. Il est aux ordres. Et nous avons le devoir en tant qu'avocats de faire en sorte que la justice passe. Et elle passera. Le Sénégal, qui importe la totalité de son blé dur depuis le Canada et la Turquie, pourrait devenir un producteur à succès en Afrique de l'Ouest. Les estimations évoquent 600 000 tonnes de nourriture nouvelle par an en Afrique de l'Ouest à niveau d'exploitation maximale de cette année. Et c'est dans le bassin du fleuve Sénégal que les premiers champs de blé poussent, avec surtout des femmes qui ont pris à bras le corps le projet. On fait le point avec Tchèque Berté. Ndei chasse les oiseaux de son champ. Membre de cette coopérative agricole des femmes, elle cultive pour la première fois le blé. Une nouvelle culture dans leur localité qu'elle ne connaissait pas du tout. Dans 10 jours, ce sera notre première récolte. On va voir les retombées. Si cela marche, ça pourrait faire tache d'huile et s'étendre dans tous les départements et même partout au Sénégal. Les graines sémées par les femmes sont le résultat de plusieurs années de recherche conduite par cette équipe de chercheurs. Pendant 4 ans, ils ont expérimenté des milliers de variétés possibles dans cette station d'expérimentation pour finalement aboutir à une recette miracle parfaitement adaptée à l'écosystème du bassin du fleuve Sénégal où la température dépasse souvent les 40 degrés. On arrive à les faire pousser très rapidement, en 92 jours, que c'est une période idéale pour insérer entre 2 cultures de riz. Comme le riz reste la culture principale du fleuve Sénégal, ajouter une culture en plus, sans toucher la production actuelle de riz, c'est très bien. Depuis 1 an, le Sénégal a lancé une vaste campagne de développement du blé. Objectif pour le pays, produire en plus du riz, des nourritures nouvelles. Le fait d'intégrer le blé va nous permettre encore d'augmenter l'intensité culturelle. Le blé a parfaitement, en tout cas, sa place au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Dans les bassins du fleuve Sénégal, l'arrivée du blé est bien porteuse d'espoir. Porté à son potentiel complet, le blé pourrait devenir l'or vert de la région. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.